Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur les codes de la communication. Précédemment, nous avons précisé ce qu'est la linguistique en tant que science. Nous avons distingué le langage comme faculté humaine, la langue comme objet social partagé et la parole comme mise en œuvre individuelle de ce système. Mais tout cela n'a de sens que parce que ces éléments permettent aux humains d'établir un certain type de rapport les uns avec les autres. Lorsqu'on parle de rapport, on parle de contact et d'échange. Autrement dit, on parle de communication. Communiquer, ce n'est pas simplement produire des mots ou des phrases. C'est entrer en relation avec autrui, faire circuler un message, produire du sens dans une situation donnée. C'est pourquoi, avant d'entrer plus précisément dans l'étude du langage et des langues, il est essentiel de s'arrêter sur cette notion plus large de communication et sur ce qui la rend possible, les codes communicatifs. Ces codes sont les supports de nos échanges. Ils organisent la production, la transmission et l'interprétation des messages, qu'ils soient verbaux ou non. C'est ce cadre général que nous allons commencer à explorer ici. La communication peut être définie de manière simple, comme le partage d'un message, quelle que soit sa nature, entre un point A, d'où le message prend naissance, et un point B, où il arrive. Mais il est important de préciser une chose. Le simple fait qu'un message circule ne suffit pas à dire qu'il y a réellement communication. Pour que le message passe, pour qu'il soit compris, il doit exister entre le point de départ et le point d'arrivée une entente préalable. Cette entente peut être tacite, instinctive, convenue ou consensuelle, mais elle est toujours nécessaire. Cette entente repose sur un élément central, le code. Pour que le point A et le point B puissent échanger, ils doivent partager un même code, c'est-à-dire un ensemble de conventions communes autour desquelles ils développent les mêmes sens. Concrètement, le processus de communication peut être décrit ainsi. Le point A élabore un message. Il l'encode à l'aide d'un code qu'il suppose partager. Le message circule, le point B le reçoit et il le décode à l'aide de ce même code. Lorsque le code est véritablement partagé, le sens circule correctement. En revanche, si le code ne l'est pas, ou s'il l'est partiellement, le message peut être mal compris, déformé, voire totalement incompris. Un exemple simple. Deux personnes peuvent employer exactement les mêmes mots, mais leur attribuer des significations différentes selon leur culture, leur formation ou leur expérience. Dans ce cas, le message est transmis, mais la communication échoue. On peut donc en conclure que la communication n'est pas un simple transfert d'informations. C'est avant tout une mise en commun du sens, rendue possible par le partage d'un code entre un émetteur et un récepteur. Maintenant que l'on a posé les bases de la communication, avec un émetteur, un récepteur, un message et un code partagé, une question se pose naturellement. La communication se fait-elle toujours de la même manière? La réponse est non. Selon la situation, le contexte et le nombre de participants, la communication peut prendre différentes formes. Il existe d'abord la communication unidirectionnelle. Dans ce cas, l'information circule dans un seul sens, de l'émetteur vers le récepteur. Le destinataire reçoit le message, mais ne peut pas répondre immédiatement. On parle alors de monologue. Une réunion d'information ou une annonce officielle en sont de bons exemples. Il y a ensuite la communication de masse. Ici, un individu s'adresse non plus à une personne précise, mais à la société en général. La communication est généralement médiatisée par la radio ou la télévision. Le message est diffusé à grande échelle et la possibilité de réponse du récepteur est limitée, différée, voire inexistante.
On trouve également la communication interpersonnelle bidirectionnelle. Dans cette forme de communication, les rôles d'émetteur et de récepteur alternent. Il y a réciprocité. Chacun peut produire un message et réagir à celui de l'autre. On est ici dans une logique de dialogue, caractérisée par un échange immédiat et continu. Enfin, la communication peut aussi être collective ou en réseau. C'est le cas des débats, des consultations, des forums, des blogs ou encore des discussions en ligne. La communication peut être immédiate ou médiatisée, et elle implique plusieurs participants. Tous les récepteurs n'ont pas nécessairement la même place ni la même capacité d'intervention, et le message peut évoluer au fil des échanges. Ces différentes formes montrent que la communication ne se réduit pas à un échange simple entre deux individus. Elle varie selon les conditions de l'échange, le canal utilisé et les possibilités de réponse. Mais quelle que soit la forme qu'elle prend, on retrouve toujours les mêmes éléments fondamentaux. Un émetteur, un récepteur, un message et un code partagé. Jusqu'ici, nous avons surtout parlé de communication dans le cadre des échanges humains. Mais il est important de préciser une chose essentielle. La communication n'est pas l'apanage des seuls humains. Communiquer, au sens large, c'est transmettre une information à l'aide de signaux compris par d'autres. Et sous cet angle-là, la communication est présente bien au-delà du langage humain. On le constate très clairement dans le monde animal. Les cétacés, par exemple, comme les baleines ou les dauphins, émettent des sons très aigus, mais de très basse fréquence. Ces sons peuvent se propager sur des distances considérables et leur servent à s'orienter, à se repérer et à localiser leur nourriture. Ils sont également utilisés dans des interactions sociales, notamment lors de la reproduction, où certains mâles produisent de véritables chants pour attirer les femelles. Les abeilles offrent un autre exemple bien connu. Leur danse constitue un système de communication extrêmement complexe, capable d'indiquer à l'ensemble du groupe la direction, la distance et la qualité d'une ressource alimentaire. Chez les oiseaux, on observe également des variations très fines dans les signaux émis. Les oisillons moineaux, par exemple, modulent leurs quémantes alimentaires pour exprimer différents degrés d'intensité de la faim qui les habite. Même le monde végétal n'est pas exclu de ces phénomènes. De nombreux végétaux émettent des signaux de détresse lorsqu'ils sont exposés à un danger potentiel. Ils libèrent alors des substances chimiques dans l'air que les autres plantes peuvent détecter et relayer. C'est notamment le cas de certains arbres, comme les peupliers. Ces exemples montrent que la communication est un phénomène général, présent dans l'ensemble du vivant. Cependant, parmi toutes ces formes de communication, celle des humains possède une particularité majeure. Le mode de communication humain est plus structuré, car il est conçu, organisé et transmis par la raison et par la volonté. Il obéit à une logique, à des règles, et permet une mise à distance du contexte immédiat. C'est cette structuration qui donne au langage humain un avantage considérable par rapport aux autres modes de communication. Un avantage qui explique pourquoi il constitue un objet d'étude scientifique à part entière. Nous y reviendrons plus en détail par la suite. À ce stade, il devient nécessaire de s'arrêter sur une notion centrale, celle de code. Un code, c'est un ensemble de conventions qui permettent de produire des messages et de les interpréter. Autrement dit, c'est ce qui rend possible la communication entre un émetteur et un récepteur. Mais il est important de préciser immédiatement une chose. Un code sert à communiquer, sans être nécessairement linguistique. Un exemple très simple permet de le comprendre. L'alphabet morse est bien un code. Il repose sur des conventions partagées, il permet de transmettre des messages
et il fonctionne parfaitement. Pour autant, ce n'est pas une langue. Il ne possède ni grammaire propre, ni vocabulaire organisé comme une langue naturelle. Cela montre que la communication peut s'appuyer sur des codes très variés, dont certains ne relèvent pas du langage. On distingue ainsi deux grandes catégories, les codes non-verbaux et les codes verbaux. Les codes verbaux sont ceux qui reposent sur le langage articulé. Leur illustration principale est la langue, qui constitue un système structuré, socialement partagé et fondé sur des règles. Les codes non-verbaux, quant à eux, reposent sur d'autres types de conventions, gestes, signaux visuels, sons, symboles, distances ou encore odeurs. Ils permettent eux aussi de produire du sens, mais sans passer par des mots. Cette distinction est essentielle. Elle permet de comprendre que toute communication n'est pas linguistique, même si toute langue est, elle, un moyen de communication. C'est précisément cette différence, entre code en général et code linguistique en particulier, que nous allons continuer à explorer. Lorsqu'on parle de communication, il est essentiel de rappeler que tous les codes ne sont pas verbaux. Il existe en réalité une grande diversité de codes non verbaux qui permettent eux aussi de produire et de transmettre du sens. Parmi ces codes, on trouve d'abord les gestes. Ils peuvent être très élaborés, comme dans la langue des signes, ou plus simples, comme les sémaphores, qui permettent de transmettre des informations précises sans utiliser la parole. Il existe également des rites symboliques, comme les signaux de fumée, qui reposent sur des conventions partagées et qui ont longtemps servi à communiquer à distance. Les codes visuels jouent un rôle tout aussi important. Ils concernent par exemple les vêtements, l'apparence générale ou la posture corporelle. Sans qu'un mot soit prononcé, ces éléments peuvent signaler une appartenance sociale, un statut, une intention ou une attitude. On peut aussi citer les codes auditifs, comme les tam-tams ou l'alphabet morse, qui reposent sur des sons organisés selon des règles précises pour transmettre un message. Un autre exemple très parlant est le code de la route. Il s'agit d'un système de signaux visuels normés, compris par tous ceux qui ont appris ces conventions, et qui permet une communication efficace sans recours au langage verbal. Les symboles techniques, qu'ils soient chimiques, mathématiques ou scientifiques, constituent également des codes non verbaux. Ils ne sont pas faits de mots, mais ils véhiculent des informations très précises au sein d'une communauté donnée. Il existe aussi des codes olfactifs. Chez les humains, ce sont par exemple les parfums, plus ou moins discrets ou marqués. Chez les animaux, certaines odeurs jouent un rôle essentiel dans la reconnaissance, la reproduction ou l'alerte. Enfin, on peut mentionner les codes kinésiques et tactiles, comme une caresse, une tape dans le dos ou une poignée de main, ainsi que les codes proxémiques qui concernent la distance entre les individus. Ces codes régulent l'interaction sociale et participent très fortement à la communication, souvent de manière inconsciente. Tous ces exemples montrent que l'on peut communiquer efficacement sans utiliser la langue. Ils illustrent la richesse des codes non verbaux et rappellent que la communication humaine dépasse largement le seul domaine du langage. Cette diversité va maintenant nous permettre de mieux comprendre ce qui distingue, parmi tous ces codes, les codes verbaux et pourquoi la linguistique s'y intéresse tout particulièrement. Parmi l'ensemble des codes communicatifs, le code langagier présente des caractéristiques très spécifiques qui expliquent la place particulière qu'occupe le langage humain dans la communication. Une première caractéristique essentielle est ce que l'on appelle l'économie du système linguistique. Selon André Martinet, une langue est un système économique dans la mesure où elle repose sur un nombre limité d'éléments, mais permet, grâce à leur combinaison,
de produire un très grand nombre de messages. Autrement dit, les langues humaines fonctionnent sur le principe du peu avec beaucoup. Peu d'unités de base, mais une grande richesse de production possible. Cette économie rend le langage à la fois efficace, souple et adaptable. Une deuxième caractéristique du code langagier est sa linéarité. Les unités linguistiques ne peuvent pas être superposées. Elles s'organisent dans le temps selon un ordre précis. Lorsqu'on tente de faire coexister plusieurs messages simultanément, par exemple lorsque plusieurs personnes parlent en même temps, le langage cesse d'être intelligible et devient du bruit. Enfin, le code langagier se distingue par sa capacité à se dissocier de la situation immédiate. Le langage humain permet de parler de ce qui n'est ni présent ici, ni présent maintenant. Il rend possible l'évocation du passé, la projection dans l'avenir, l'expression d'hypothèses, de fictions ou encore de raisonnements abstraits. Ces caractéristiques expliquent pourquoi le langage humain n'est pas un simple code parmi d'autres. Il ne sert pas uniquement à signaler ou à réagir, mais à représenter le monde, à organiser la pensée et à transmettre des connaissances. Certaines propriétés plus techniques du langage, notamment son organisation interne, relèvent d'approches linguistiques spécifiques. Elles font l'objet de développements dans d'autres vidéos consacrées plus précisément à la linguistique structurale. Lorsqu'on pense à la communication, on a souvent tendance à se concentrer uniquement sur les mots, sur ce qui est dit, sur les phrases grammaticalement correctes, sur le contenu verbal du message. Pourtant, le langage verbal ne représente qu'une partie visible de la communication. On peut utiliser l'image de l'iceberg pour le comprendre. Les mots constituent la partie émergée, celle que l'on entend clairement. Mais une grande partie de ce qui fait sens dans une interaction se situe en dessous de la surface. Le ton de la voix, le rythme, les silences, l'attitude corporelle, le regard, la posture, ou encore la distance entre les interlocuteurs influencent fortement la manière dont un message est interprété. Deux personnes peuvent formuler exactement la même phrase et produire des effets de sens très différents selon la façon dont cette phrase est dite. Dans ce cadre, on dit parfois que les mots ne transmettent qu'une faible part du message, tandis que le reste relève du paraverbal et du non-verbal. Cette idée ne signifie pas que le langage serait inutile ou secondaire, mais qu'il n'agit jamais seul dans la communication réelle. Ce constat permet de rappeler une chose importante. La communication humaine repose sur une combinaison de codes. Le langage verbal en est un élément central, mais il s'inscrit toujours dans un ensemble plus large de signaux. Du point de vue de la linguistique, cela pose un cadre clair. La linguistique s'intéresse prioritairement au fonctionnement du langage et des langues, c'est-à-dire à la structure des mots, des phrases et du sens verbal. Les autres dimensions de la communication, ton, geste, attitude, relèvent d'autres champs d'études, même si elles interagissent constamment avec le langage. Cette image du langage comme partie émergée permet donc de mieux comprendre à la fois la richesse de la communication humaine et la spécificité de l'objet étudié par les linguistes. C'est à partir de cette distinction que l'on peut situer correctement le rôle du langage parmi l'ensemble des codes communicatifs. À partir de cette étape, il s'agit d'entrer plus finement dans les différentes composantes de la communication humaine. Communiquer, ce n'est pas seulement choisir des mots, c'est mobiliser simultanément plusieurs dimensions qui agissent ensemble, parfois de manière consciente, parfois de façon beaucoup plus implicite. On peut ainsi distinguer plusieurs sphères complémentaires. D'abord, la sphère verbale. Elle concerne le choix des mots, la manière dont les phrases sont construites
et l'organisation globale du discours. C'est la partie la plus visible et la plus directement liée au langage. Ensuite, la dimension paraverbale. Elle regroupe tout ce qui concerne la voix, le ton, le rythme, le débit, l'intensité, les pauses. Ces éléments n'ajoutent pas de mots, mais ils modifient profondément la manière dont le message est perçu. À cela s'ajoute la dimension non verbale. Elle inclut les gestes, les expressions du visage, la posture, ou encore la manière d'occuper l'espace. Ces signaux accompagnent le langage verbal et lui donnent une orientation interprétative. Il faut également prendre en compte la proxémie, c'est-à-dire la distance physique entre les interlocuteurs. La proximité ou l'éloignement influence la relation, le confort et parfois même la crédibilité du message. Enfin, un élément central traverse toutes ces dimensions, la congruence. La congruence correspond à l'alignement entre ce qui est dit et la manière dont cela est exprimé, verbalement et corporellement. Lorsque les différentes dimensions sont cohérentes, la communication est perçue comme plus claire et plus crédible. Cette exploration permet de mieux comprendre pourquoi la communication est un phénomène complexe, qui ne peut pas être réduit à une seule dimension. Elle montre aussi que le langage verbal, bien qu'essentiel, s'inscrit toujours dans un ensemble plus large de signes et de codes. Parmi les différentes dimensions de la communication que nous avons identifiées, la communication verbale occupe une place centrale. C'est elle qui repose directement sur l'usage du langage. La communication verbale concerne avant tout le choix des mots et la manière dont ils sont organisés pour produire du sens. Mais pour être efficace, elle repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Le premier est la clarté. Communiquer verbalement, c'est choisir un vocabulaire précis et adapté à son interlocuteur. Un message clair est un message qui limite les ambiguïtés et qui permet une compréhension aussi directe que possible. Le deuxième pilier est la concision. Il ne s'agit pas de dire moins pour dire moins, mais d'aller à l'essentiel. Des phrases trop longues ou trop chargées risquent de diluer l'idée principale et de fatiguer l'auditeur. Un troisième élément fondamental est la structure du discours. Un message efficace est un message organisé. Un point de départ identifiable, un développement cohérent et une conclusion qui ferme le propos ou ouvre sur une suite logique. Cette structuration permet à l'interlocuteur de suivre le raisonnement et d'en retenir les points essentiels. Enfin, la communication verbale repose aussi sur le registre de langue. Le niveau de langue, formel, courant ou familier, doit toujours être ajusté à la situation et au contexte. Un registre mal adapté peut créer une distance, une gêne ou un malentendu, même si le contenu est correct. Ces éléments montrent que la communication verbale ne se réduit pas à parler. Elle suppose des choix, des ajustements et une organisation qui participent pleinement à la construction du sens. C'est précisément cette organisation du langage verbal qui constitue un point d'intérêt majeur pour la linguistique. À côté de la communication verbale, une autre dimension joue un rôle essentiel dans l'interprétation des messages. Le paraverbal. Le paraverbal ne concerne pas les mots eux-mêmes, mais la voix. Il regroupe tout ce qui accompagne la parole, sans ajouter de contenu lexical. Le ton, l'intonation, le rythme, le débit, le volume, ainsi que les silences. Ces éléments modifient profondément la manière dont un message est perçu. Une même phrase peut être interprétée comme ironique, sérieuse, enthousiaste ou hésitante, simplement en fonction de l'intonation utilisée.
Le ton et l'intonation permettent notamment de signaler l'émotion, l'implication ou la posture de l'énonciateur. Un ton monotone peut donner une impression de désengagement, tandis qu'une intonation trop marquée peut être perçue comme excessive ou artificielle. Le débit, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on parle, joue lui aussi un rôle important. Un débit très rapide peut être associé à de l'anxiété ou à une volonté de convaincre, tandis qu'un débit très lent peut produire un effet d'ennui ou de distance. Le volume de la voix participe également à la communication. Une voix trop faible peut rendre le message difficilement audible, tandis qu'une voix trop forte peut être ressentie comme agressive ou intrusive. Enfin, les silences font pleinement partie du paraverbal. Ils peuvent servir à structurer le discours, à souligner une information importante ou à laisser un temps de réflexion à l'interlocuteur. Ces éléments montrent que la communication orale ne repose jamais uniquement sur les mots. La voix joue un rôle majeur dans la construction du sens, en orientant l'interprétation du message verbal. Du point de vue de la linguistique, le paraverbal n'est pas le cœur de l'analyse des langues, mais il constitue un environnement indispensable du langage en usage. Il rappelle que le langage verbal s'actualise toujours dans une matérialité vocale qui influe sur la communication. À ce stade, il est utile d'évoquer un modèle souvent cité lorsqu'on parle de communication. La règle de Mehrabian. Selon ce modèle, dans certaines situations de communication, notamment lorsque des attitudes ou des émotions sont en jeu, le message ne repose pas uniquement sur les mots. On évoque alors une répartition approximative entre 3 dimensions: le verbal, le vocal et le visuel. On entend ainsi parler d'une communication qui passerait à environ 7% par les mots, 38% par la voix et 55% par les éléments visuels, comme le langage corporel et les expressions du visage. Il est toutefois essentiel de préciser ce point avec rigueur. Cette règle ne signifie pas que les mots seraient négligeables ou inutiles. Elle ne décrit pas le fonctionnement des langues, ni la manière dont le sens linguistique est construit. Ce que ce modèle met en évidence, c'est le fait que dans l'interaction réelle, le message verbal est toujours interprété à travers d'autres canaux. La voix qui porte les mots, ainsi que les signes corporels qui les accompagnent, influencent fortement la manière dont le message est compris. Lorsque ces différentes dimensions sont cohérentes entre elles, le message est renforcé. En revanche, lorsqu'elles sont contradictoires, l'interprétation peut devenir incertaine ou ambiguë. Du point de vue de la linguistique, la règle de Mehrabian ne constitue donc pas un modèle explicatif du langage. En revanche, elle rappelle une idée essentielle. Le langage verbal s'inscrit toujours dans une situation de communication plus large, au sein de laquelle interviennent d'autres types de codes. Cette mise en perspective conduit naturellement à s'intéresser plus précisément au non-verbal, c'est-à-dire à l'ensemble des signaux corporels qui accompagnent et encadrent la parole. Au-delà des mots et de la voix, la communication humaine mobilise une 3e dimension essentielle, le non-verbal. Le non-verbal regroupe l'ensemble des signaux corporels qui accompagnent ou complètent le message verbal. Il s'agit notamment des gestes, des expressions du visage, de la posture, de l'orientation du corps ou encore des mouvements involontaires. Ces éléments jouent un rôle fondamental dans la communication, car ils sont souvent interprétés de manière immédiate, parfois même avant les mots. Un geste, un regard ou une posture peuvent renforcer un message verbal, mais aussi le nuancer, voire le contredire. Les gestes, par exemple,
peuvent servir à illustrer ce qui est dit, à rythmer le discours ou à marquer une intention. Certains gestes sont largement partagés culturellement, tandis que d'autres peuvent varier selon les contextes sociaux ou culturels. Les expressions du visage constituent un autre élément central du non-verbal. Le sourire, le froncement de sourcils ou le regard peuvent signaler des émotions, des réactions ou des positions à l'égard du message en cours. La posture du corps communique également de nombreuses informations. Une posture ouverte peut être associée à une attitude d'écoute ou de disponibilité, tandis qu'une posture fermée peut être perçue comme une forme de retrait ou de distance. L'ensemble de ces signaux non verbaux participe à la construction du sens dans l'interaction. Ils ne remplacent pas le langage verbal, mais ils en influencent fortement l'interprétation. Du point de vue de la linguistique, le non-verbal n'est pas l'objet d'études centrales. En revanche, il constitue un contexte communicationnel fondamental dans lequel le langage est produit et interprété. Il rappelle que le sens ne se construit jamais uniquement à partir des mots, mais à partir de l'ensemble des signes présents dans une situation donnée. Parmi les dimensions du non-verbal, la kinésique occupe une place centrale. La kinésique désigne l'analyse des mouvements du corps dans la communication. Elle concerne notamment la posture, les gestes, les déplacements, l'inclinaison du corps ou encore certaines attitudes corporelles plus ou moins conscientes. Tous ces éléments participent à la production et à l'interprétation du message. La posture, par exemple, transmet des informations importantes sur l'attitude de l'interlocuteur. Une posture ouverte peut être perçue comme un signe de disponibilité ou d'engagement dans l'échange, tandis qu'une posture fermée peut indiquer une réserve, une tension ou une prise de distance. Les gestes jouent également un rôle essentiel. Ils peuvent accompagner la parole pour en renforcer le contenu, illustrer une idée ou rythmer le discours. Les mains visibles, par exemple, sont souvent associées à une impression de transparence ou d'ouverture, tandis que certains gestes répétitifs peuvent distraire ou parasiter le message verbal. L'inclinaison du corps constitue un autre élément kinésique important. Se pencher légèrement vers son interlocuteur peut signaler de l'attention ou de l'intérêt. À l'inverse, se détourner ou s'éloigner peut être interprété comme un désengagement de l'interaction. Un phénomène intéressant en kinésique est celui du mimétisme corporel. Le fait de reproduire, de manière discrète, certaines postures ou mouvements de son interlocuteur peut favoriser la synchronisation relationnelle et la perception d'une proximité. Du point de vue de la communication, la kinésique montre que le corps ne se contente pas d'accompagner le langage. Il communique en permanence, parfois même indépendamment de la volonté du locuteur. Du point de vue de la linguistique, la kinésique ne constitue pas un objet d'analyse linguistique au sens strict. Elle relève davantage des sciences de la communication ou de la psychologie. Mais elle joue un rôle fondamental dans la situation de parole, c'est-à-dire dans les conditions réelles d'usage du langage. C'est pourquoi elle mérite d'être prise en compte lorsqu'on cherche à comprendre comment le sens se construit dans l'interaction. Parmi les dimensions du non-verbal, le visage occupe une place particulière. Il constitue l'un des principaux supports de l'expression émotionnelle et relationnelle dans la communication humaine. Le visage transmet de nombreuses informations à travers le regard, le sourire, les mouvements des sourcils ou encore certaines contractions musculaires parfois très brèves. Ces signaux sont souvent perçus de manière immédiate par l'interlocuteur, parfois même de façon inconsciente. Le contact visuel joue un rôle essentiel dans l'interaction.
Un regard trop fuyant peut être interprété comme un manque d'assurance, de disponibilité ou d'intérêt, tandis qu'un regard trop fixe peut devenir inconfortable ou intimidant. Un contact visuel régulier, mais mesuré, contribue généralement à stabiliser la relation communicative. Le sourire est un autre élément central du visage expressif. Un sourire perçu comme authentique, impliquant notamment la région des yeux, peut désamorcer des tensions et favoriser un climat de confiance. À l'inverse, un sourire jugé artificiel ou décalé peut susciter une impression d'incohérence. On parle également de micro-expressions pour désigner des mouvements du visage très brefs, parfois inférieurs à une seconde, qui peuvent révéler des émotions fugaces. Ces manifestations échappent souvent au contrôle conscient et participent à la complexité de l'interprétation du message. Le froncement de sourcils, par exemple, peut signaler une concentration intense, une incompréhension ou un désaccord, selon le contexte. Comme pour les autres dimensions du non-verbal, c'est toujours la situation globale qui permet d'en interpréter le sens. Du point de vue de la communication, le visage expressif joue un rôle fondamental dans la régulation des échanges. Il facilite l'ajustement en temps réel entre les interlocuteurs. Du point de vue de la linguistique, ces manifestations ne relèvent pas de l'analyse du langage en tant que système. Elles constituent néanmoins un environnement interactionnel essentiel à prendre en compte pour comprendre comment les messages verbaux sont reçus et interprétés en situation réelle. Dans toute interaction, la distance physique entre les interlocuteurs joue un rôle central. Même sans parole, la manière dont les individus se tiennent dans l'espace influence la relation et la perception du message. La communication passe donc aussi par l'usage de l'espace. Se tenir proche ou à distance ne relève jamais du hasard. Ces choix signalent un degré de familiarité, de formalité ou de confort dans l'échange. On observe ainsi différentes distances, socialement et culturellement organisées. Certaines interactions s'inscrivent dans une proximité très réduite, réservée aux relations les plus personnelles. Dans ce cas, l'espace partagé traduit une relation de confiance ou d'intimité, et toute intrusion non souhaitée peut être vécue comme un malaise. D'autres échanges prennent place dans une distance personnelle, courante entre amis, proches ou collègues, à l'aise les uns avec les autres. Cette distance permet la proximité tout en maintenant un espace perçu comme rassurant. Dans les contextes plus formels, la communication s'installe généralement à une distance sociale. Cette configuration est fréquente dans les échanges professionnels, car elle favorise la neutralité et limite l'engagement corporel direct. Enfin, certaines situations impliquent une distance plus large, notamment lorsqu'une personne s'adresse à un groupe. Cette distance modifie les modalités de la communication. La voix, la gestuelle et la structuration du discours prennent alors une importance accrue. Ces usages de l'espace varient fortement selon les cultures et les contextes. Une distance jugée naturelle dans un cadre peut être perçue comme excessive ou intrusive dans un autre. Dans la communication, l'ajustement de la distance participe directement au confort de l'interaction et à la manière dont le message est reçu. Du point de vue de la linguistique, cette gestion de l'espace ne relève pas de l'analyse du langage en tant que système. Elle fait néanmoins partie du cadre d'énonciation, c'est-à-dire de l'ensemble des conditions dans lesquelles le langage est effectivement produit et interprété. Dans la communication, ce qui compte n'est pas seulement ce qui est dit, ni même la manière dont c'est dit, mais l'accord entre les différentes dimensions du message. Lorsqu'une parole, une voix et un comportement corporel vont dans le même sens, la communication est généralement perçue comme plus fluide et plus crédible. À l'inverse,
Lorsque ces dimensions se contredisent, un sentiment de malaise ou de confusion peut apparaître, même si les mots semblent appropriés. C'est cette idée d'alignement entre le verbal, le paraverbal et le non-verbal que l'on désigne par le terme de congruence. Dans une situation congruente, le message verbal est soutenu par le ton de la voix et par les attitudes corporelles. Par exemple, une parole rassurante, accompagnée d'une voix posée et d'une posture ouverte, est généralement interprétée comme sincère. En revanche, lorsqu'un décalage apparaît, par exemple des paroles positives prononcées sur un ton hésitant ou accompagnées de gestes fermés, l'interlocuteur peut percevoir une incohérence. Dans ce cas, le non-verbal tend souvent à prendre le dessus dans l'interprétation du message. Cette sensibilité à la congruence fonctionne le plus souvent de manière implicite. On ne l'analyse pas consciemment, mais on la ressent. Elle influence la confiance accordée à l'interlocuteur et la qualité de l'échange. Du point de vue de la communication, la congruence joue donc un rôle central dans la perception d'authenticité et de cohérence. Du point de vue de la linguistique, elle ne relève pas de l'étude du langage comme système formel. Elle participe en revanche pleinement à la situation d'énonciation, c'est-à-dire au contexte dans lequel un message verbal est produit, reçu et interprété. La congruence rappelle ainsi que le langage ne circule jamais de manière abstraite. Il s'inscrit toujours dans un ensemble de signaux qui contribuent ensemble à la construction du sens. Tout au long de ce parcours, nous avons exploré différentes dimensions de la communication humaine. Cela permet maintenant de prendre un peu de recul et de mettre en regard la communication verbale et la communication non verbale. Le verbal repose sur le langage, des mots, des phrases, une organisation linguistique qui permet de produire du sens de manière précise et structurée. Il offre une capacité unique de description, d'abstraction et de raisonnement. Le non-verbal, quant à lui, agit autrement. Il ne formule pas le message, mais il l'oriente. Par le corps, la voix, le regard, la posture ou la distance, il encadre la parole et en influence fortement l'interprétation. Dans les interactions réelles, ces deux dimensions fonctionnent rarement de manière indépendante. Elles s'entrecroisent, se complètent, parfois se contredisent. C'est de cette combinaison que naît la complexité de la communication humaine. Il est cependant essentiel de distinguer les niveaux d'analyse. Décrire l'ensemble de ces phénomènes relève d'une approche large de la communication qui mobilise plusieurs disciplines. La linguistique, pour sa part, se concentre sur un objet précis, le langage humain, tel qu'il se manifeste dans les langues, leur structure, leurs unités et leurs règles de fonctionnement. Les gestes, le corps, la voix ou la gestion de l'espace n'entrent pas à proprement parler dans l'analyse linguistique du système. Ils constituent néanmoins le cadre interactionnel dans lequel le langage est utilisé, interprété et mis en œuvre. Cette vidéo avait donc pour objectif de situer le langage parmi l'ensemble des codes communicatifs. Montrer que tous les codes ne sont pas linguistiques, mais aussi expliquer pourquoi le langage humain occupe une place particulière et mérite un champ d'étude spécifique. C'est à partir de cette distinction claire que l'on peut ensuite entrer plus précisément dans la linguistique et dans l'analyse des langues comme système. Arrivés au terme de ce parcours, il devient possible de dégager quelques repères généraux pour aborder la communication de manière plus consciente et plus éclairée. Avant toute prise de parole, un premier réflexe consiste à observer la situation. Les attitudes, les postures, la distance, le regard ou le niveau d'attention donnent des indications précieuses sur le contexte de l'échange
et sur la manière dont le message pourra être reçu. La communication gagne également en efficacité lorsqu'on accorde une attention particulière à la voix. Le ton, le rythme, le volume et les silences participent à l'interprétation du message autant que les mots eux-mêmes. Ils permettent de soutenir, de nuancer ou de structurer la parole. Un autre élément central concerne l'alignement entre ce qui est dit et la manière de le dire. Lorsque les mots, la voix et le corps vont dans le même sens, la communication tend à être perçue comme plus cohérente et plus crédible. Les décalages, eux, introduisent souvent des zones d'incertitude. La gestion de l'espace constitue également un repère important. Adapter la distance aux interlocuteurs et au contexte contribue au confort de l'échange et à la qualité de la relation communicative. Enfin, il est utile de rappeler que la communication n'est jamais un acte purement technique. Elle mobilise toujours plusieurs codes à la fois, verbaux et non-verbaux, et s'inscrit dans des contextes sociaux, culturels et situationnels spécifiques. Du point de vue de la linguistique, ces repères ne constituent pas un modèle du langage. Ils permettent en revanche de mieux situer le langage verbal dans l'ensemble des pratiques communicatives et de comprendre dans quelles conditions il est produit et interprété. Ce guide ne vise donc pas à normaliser les échanges, mais à offrir des points d'attention, des outils pour observer, analyser et comprendre la communication dans sa complexité, avant d'en étudier plus finement les dimensions proprement linguistiques. Nous avons volontairement élargi le regard en abordant la communication dans toute sa complexité. Nous avons vu qu'un échange ne repose jamais uniquement sur des mots, mais sur une combinaison de codes verbaux, vocaux et corporels. Ce détour était nécessaire. Il permet de comprendre que le langage verbal n'agit jamais dans le vide, mais qu'il s'inscrit toujours dans une situation, un cadre interactionnel et un ensemble de signaux qui orientent l'interprétation. Cependant, il est essentiel, à ce stade, de revenir clairement au champ de la linguistique. Tous les phénomènes que nous avons observés n'appartiennent pas à la linguistique. Les gestes, la posture, la distance, la voix ou la congruence relèvent davantage des sciences de la communication, de la psychologie, de l'anthropologie ou de la sémiotique. La linguistique, pour sa part, se concentre sur un objet précis, le langage humain, tel qu'il se manifeste dans les langues. Ce qui intéresse les linguistes, ce sont les unités du langage, leur organisation, les règles qui gouvernent leur combinaison et la manière dont ces structures produisent du sens. Le langage est étudié comme un système, doté de propriétés spécifiques qui le distinguent des autres codes communicatifs. C'est cette approche structurée qui permet d'en faire un objet d'analyse scientifique. Le détour par la communication n'avait donc pas pour but d'élargir indéfiniment le champ. Il visait à mieux situer le langage, à montrer ce qu'il n'est pas, pour mieux comprendre ce qu'il est. C'est à partir de cette clarification que l'on peut désormais entrer pleinement dans la linguistique proprement dite et dans l'étude des langues comme systèmes organisés, indépendamment, mais jamais en ignorance, des situations de communication dans lesquelles elles sont utilisées. Merci de votre attention et à bientôt!